Top 100 all-time. Top 100 all-time. Top 1 Android. Yes, sir. Yes, et bon appétit. On est quel jour? On est lundi. Oui. Le meilleur jour de la Semaine. Voilà. Eh oui, Alex, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, on mange comme d'hab, hein, un petit pavé de rhum steak avec ses petits haricots verts qui vont bien et sa sauce béarnaise. Ça, c'est pas mal. Ça me paraît pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, tout à fait. Vous pouvez partir sur une fougasse au lardon aussi, ce qui est. Des petites choses légères, quoi. Tout à fait, des trucs bien. Fougasse bons, au lardon, c'est une entrée, ça. Ça, c'est rien du tout. Cholestérol moins 15. Mais oui. Comme ça, vous êtes bon. C'est le lundi, le meilleur jour de la semaine, et donc cette saison 2019-2020, c'est le top 100 all-time. On va pouvoir se faire plaisir. Il y a déjà eu quelques petits épisodes, le temps de se préchauffer. Il y en a eu 2. C'est ça. Le marathon continue jusqu'en juin 2020. On va pouvoir terminer avec un feu d'artifice OMG, rien que d'y penser, Alex. Chapiteau. Ça va être cool. Ça va être sympa. Ouais. Faut falloir quand même que tu nous expliques Duncan sur le podium. Faudra quand même t'expliquer, quoi. Et Ginobili en 2. Et Tony en 1. Évidemment, la bise à Toto. On rappelle pour ceux qui débarquent ou qui regarderaient cette vidéo dans 4-5 ans, c'est le top 100 all-time made in Trash Talk toute cette saison. Donc vous allez avoir 3 joueurs présentés chaque lundi. On va descendre de 100 jusqu'à 1. Sur le site aussi, n'hésitez pas à aller checker parce qu'il y a les copains de la rédac aussi qui ont envoyé du top 100. Hein. Il y a des belles choses. Il y en a qui se font plaisir. Ouais, il y a du blasphème. Il y en a, c'est top 100 plaisir all-time. Ouais, c'est top 100 plaisir. Et donc forcément vous pouvez aller checker tout ça sur le site de Trash Talk. On rappelle notamment que tous les critères sont pris en compte. Notamment certains ont posé des questions, on va y répondre. Parce que les critères, on a parlé un petit peu du terrain, des palmarès, tout ça. Et message aussi à tous les petits malins et les petites malines qui essayent de débarquer, notamment sur Twitter, en mode ouais, mais alors du coup, okay, sans spoiler ton top 100 all-time, genre tu préfères qui entre Westbrook par rapport à Gary Curry Payton ou à James Harden, tu fais comment? Alors non, je ne répondrai pas, et Bastien non plus, je pense, à ce genre de questions. Puisque ça spoil le top 100 en fait. Moi j'ai un filtre si anti-bâtard moi cette saison. Ah non, attention, n'insulte pas les gens. Non, je dis juste, voilà, c'est malin, c'est bien de tenter sa chance. Tout à fait. Mais ça passera pas. Je vous le dis, ça passera pas, c'est mort. Mais on a vu que vous étiez très malin. Hein. Ouah, Vince Carter, Dominique Wilkins, ouais, tout ça. Voilà. Ça joue. Gervin. Ça joue. Si t'es sur un playground et qu'il faut en prendre un, tu prends lequel. Voilà. Et puis c'est pareil, la team Dirk supérieur à KG ou la team KG supérieur à Dirk. Bon bah vous verrez. Parce qu'il y a de la team là. Je sens qu'on va bien rire. La structure elle reste la même. D'abord on va répondre à vos questions. C'est que vous avez été nombreux à nous envoyer plein de questions. Et on compte sur vous en vous faisant la bise pour vous en posiez plein. On va d'abord commencer par ça. Ensuite on va révéler nos joueurs aux places 93, 92 et 91. Voilà. C'est cool de dire, il y a déjà une dizaine qui va se terminer. Disons qu'on avance gentiment, quoi. On va avoir déjà des gens derrière, quoi. C'est ça. On va commencer aussi à se rentrer un peu dedans au niveau du classement et dire putain, mais lui, mais je comprends pas. Mais en fait, il est dans tes 100 ou pas dans tes 100 je comprends pas. Il va peut-être y avoir des discussions. Exactement, on va pouvoir aussi se rentrer dans la gueule avec Alex. Et il y aura, évidemment, un petit point d'exclamation avec le débat, discussion du jour. D'habitude, on vous réserve la surprise. Moi, je propose un petit peu de changer, d'annoncer un petit peu le thème, puisqu'on fait la présentation un petit peu. On parlera notamment de ces joueurs qui restent toute leur carrière sous un seul maillot, et ceux qui vont dans plusieurs franchises, que ce soit voulu ou non, et comment est-ce que ça impacte le top 100. Ok, d'accord. Ça va être pas mal. Carrément. On va pouvoir se faire plaisir. Du coup, on ne perd pas le time. Ceux qui bouffent très bien, la team Trône, on est ensemble. Il y avait la team Trône, le Twitter de la team Trône. Et c'est qui qu'on avait vu à la séance dédicace à Lyon? C'est Team Repassage. Ouais, Team Repassage, ouais. Team Repassage. Ouais. On pense à vous les gars. On pense à vous, évidemment, faites pas genre, vous repassez rien du tout. On va commencer. Ils repassent leur jersey, quoi. C'est clair, ils repassent leur somme. On va pouvoir commencer avec les questions, tu es prêt? Vas-y, envoie. Allez, on prend plein de petites questions, on va commencer par la question de Robin Durand, qui nous a posé la question suivante. Question que je trouve intéressante. Est-ce qu'une place dans les 50 Greatest fait par la NBA All-Star Game de 1997 assure la place dans le top 100 que vous faites? Pour moi, oui, mais j'aimerais bien entendre votre avis. Dans le top 100? Moi, j'ai checké. Il n'y a qu'un seul garçon du top 50 des Greatest qui ont été annoncés en 97 qui n'est pas dans le top 100 all-time. C'est qui? Tu peux le dire ou tu peux pas le dire? Si, je peux le dire. Vas-y. Je crois que j'ai pas mis Bill Sharman. Qui ça? Bill Sharman. Ah, Bill Sharman. Ouais. Moi non plus. Je crois que pour le reste, c'est dans les... J'ai checké avant l'émission. J'ai pas vérifié. Je crois que les 49 autres... Ah non, c'est du lourd. Hein. Clairement, il faudrait que je fasse la liste du top 50 de l'époque. Mais tu dois en avoir un micro pourcentage de ces mecs-là qui sont peut-être pas dans mon top 100, mais oui, dans l'ensemble.
Parce que bon, c'est vrai que c'était il y a plus de 20 ans, donc depuis, beaucoup de choses se sont passées, mais à l'époque, ils étaient que 50, et là, on fait un top 100. C'est ça. Donc même si, clairement, c'est pas l'assurance d'être dans le top 50, parce que le top 50, il y a des mecs, si tu veux, tout ça... En cours de carrière. En cours de carrière, ou qui commençaient à peine à l'époque. Tu vois ? Et donc voilà. Non mais Tout à fait. c'est vrai. Je suis bien d'accord. Bien sûr. Tu vois, on faisait l'exemple Tim Duncan. Je pense que les gens se Zerkovitsky. doutent. Je pense que les gens se doutent que Tim Duncan est dans nos top 100 respectifs Pas sûr. et que effectivement lui à l'époque il n'était pas encore en NBA. Donc ça devient compliqué. Tout à fait. Mais voilà. Non mais oui. Non, ça l'assure pas à 100%, mais pas loin. C'est ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je balance par exemple quelques noms pour vous donner une idée et je ne regarderai pas les réactions d'Alex pour savoir s'ils sont dans le top 100 ou pas. Al Greer, Dolph Schayes, Bill Walton et tant d'autres. Certains sont peut-être pas dans vos top 100, ils sont ric-rac pour peut-être d'autres, mais en tout cas, moi je sais à titre perso que Bill Sharman, en ayant checké les 50 noms, ils sont Bill Sharman, je l'ai pas non plus. Voilà. Donc, à vérifier. C'est un petit peu comme on avait dit avec la jurisprudence MVP de Derrick Rose, c'est pas parce que t'es MVP de saison régulière que t'es forcément dans le top 100 all-time. N'est-ce pas ? Ok. Merci Romain pour ta question. On enchaîne. Axel Mühlhauser qui nous pose une question, qui nous a dit: est-ce que tous vos joueurs à partir du top 30 ont joué dans des finales NBA? Je te propose de prendre ton. Je propose de regarder le classement. Ah, mais on va prendre le temps. Attends. Ouais, ok. Dans le top 30, ils ont tous joué des finales NBA. On monte de 1 à 30. Jouer des finales NBA? Ouais, il a dit. Franchement, je pense que oui. Hein. Le top 30, ils ont forcément au moins joué une fois en finale quand même. Attends. Jouer en finale, on parle pas de gagner. Ouais, non, jouer forcément. en finale. Je vais regarder. Ouais, mais c'est quand bon. même, merde. Ouais, moi c'est bon. Je vais voir un peu, je vais vérifier ça. Ouais, c'est bon. Je pense quand même. Il y en a. Non, je vais pas finir ma phrase. J'allais dire un truc, un pas spoilant non plus, mais bon, quoique c'est pas spoilant. Il y en a peut-être, comme tu as dit la semaine dernière, il y en a peut-être qui ont pas de bague. Mais en Dans tout le cas, top ça 30 Oui, Oui. Moi, j'en ai qui n'ont pas de bague. tout à fait. Mais tout le monde a joué des finales. Hein. Sur le mien, j'ai checké. Je sais pas toi. Ouais. Quand moi même, aussi, merde. Je vois pas de mec qui aurait pu ne pas jouer de Oh, finale. les frères et les finales de Non, concours. Tout le monde a joué au moins une fois les finales NBA dans mon top 30. Voilà, après top 40, top 50, ça c'est une autre affaire, on verra. Mais c'était bien de checker. À mon avis, garde ton téléphone parce qu'il va en avoir une autre comme ça qui va tomber. Ok, je le garde là. Bah tu sais quoi, je vais la faire tout de suite. Hop. Question de Renan Janetoy. Combien avez-vous mis de joueurs de votre franchise préférée? Ah bah, faut que je... Et Bah, 80, je dirais. À peu près, hein. Moi j'ai laissé la place pour juste le top Bah, l'autre, time, il a sinon- 75 mecs des Spurs. Hein, C'est ça. Laisse tomber. Ça, on s'est bien marré Alors, sur la non, place mais 180. des mecs qui sont passés par la franchise ou des mecs importants de la franchise? Parce que c'est pas la même chose, tu vois. Allez Alex. Non, mais c'est pas la même chose. Non mais tu vois ce que je veux dire. Bah, je sais pas. Si tu es fan des Suns, est-ce qu'il y a un mec un peu gros qui est sur un pouf tous les jeudis sur TNT qui va jouer? Il a participé à ta franchise. Charles Barkley? Oui, Barkley a fait plus que participer. Il a été MVP avec Voilà, les non, mais Suns il sur est le passé, tu vois. Ah bah ça, Ah, mais il tu a veux fait dire plus passé, que passer. genre, Passé. Non, mais je sais pas. si Genre, t'es fan des Raptors et que Hakim Olajuwon est genre passé, Shaquille O'Neal, je le compte dans les mecs qu'on fait les Suns. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Non mais Oui. voilà, mais tu vois déjà c'est pas pareil quoi. Bah, vous êtes une station balnéaire, qu'est-ce que je te Donc dis? des mecs passés par les Suns, j'en ai un. Oh là là. J'en ai pas tant que ça, hein. J'ai été raisonnable. Moi, des mecs passés par les Hawks ou les Spurs, hein, Deux. il y a un peu de monde. Mais Atlanta, c'est forcément pas aussi... Enfin, ça peut être fourni pour certains qui y passent. Moi, j'en ai bien une. Bah ouais, mais tu vois, genre, Vince Carter. Ouais, il y en a qui ont vraiment joué, je dirais une douzaine. Pas facile de représenter les 30 franchises d'ailleurs. Hein. Chaque franchise a son histoire. On Donc n'a pas la même puissance. c'est ça. Donc forcément, quand t'as joué à Boston... Moi, a priori, sauf si je me trompe et que je raconte de la merde, j'ai 6 joueurs qui sont passés par les Suns. Ok. Je dis bien passés, parce qu'il y en a quand même 2, ils sont passés, quoi. Et les 4 autres, ils ont fait vraiment quelque chose là-bas. Ok, très bien. Voilà. Voilà pour la question, merci notre cher copain. Question de Lancelac Dulot. Est-ce que les événements extrasportifs... Lancelac du lot. Oui. Très bon, ça, j'aime beaucoup. Tout à fait. Hmm. Pour ceux qui ont du mal, réveillez votre cerveau. Voilà. Est-ce que les événements extrasportifs de certains joueurs peuvent influencer sur leur classement, négativement ou positivement? Genre, si t'as fait vraiment des conneries, police, etc., arrestation, si t'as eu des violences conjugales, Oui.
Ça peut. Oui, ça peut avoir un impact, évidemment. Ça peut parce que souvent ça a un impact sur la carrière. C'est ça. Mais je vais prendre un exemple. Je tiens à être très clair. Il y aura un épisode où on va parler d'un joueur qui a joué aux Lakers et qui a mis beaucoup de points et qui a eu des soucis quand il est allé dans le Colorado. Je ne suis pas persuadé que quand j'ai fait mon classement, je me suis dit « Ah, je vais le mettre derrière parce que... » Non. Ça. D'accord. Bon, surtout Ça affecte son image, mais je ne crois pas que dans le classement, tu vois, ça aille genre « Ouais, vraiment... » Non, je suis d'accord. Après, je réfléchissais à d'autres exemples. Tu vois, c'est les commis, mais du tout. Des trucs entre guillemets un peu plus avérés que ça, parce que si je dis pas de bêtises, il a jamais été ni condamné ni rien. Tout à fait, mais tu vois, c'est ce qui... Enfin... Non, mais tu vois, genre, je sais par pas, exemple, Charles Barkley Charles Barkley qui non, défenait Charles sur les Barkley, gens. c'est drôle. Oui, mais c'est drôle. Non, mais défenestrer Oui, mais c'est quelqu'un. drôle. Oui, mais non. T'es dans un Alex, on ne défenestre pas quelqu'un. Mais oui, mais le mec, il a cherché de Charles Barkley. Non, mais... Donc, au départ, c'est lui le fautif. Non, mais Charles Barkley, il fait 130 kilos, il fait 2 mètres. À un moment donné, tu fais attention. Je refuse de le joindre dans ce discours. Non, mais c'est Charles Barkley, je sais pas, il y a un côté bouffon du roi, un peu clownesque, bourrin, mais clownesque. Non, je pensais plus, tu vois, à Jason Kidd. Jason Kidd qui a vraiment une sale réputation en dehors des parquets. Ah bah toi, tu t'en fous, il est top 7. Donc Bah justement, non, je m'en fous pas. C'est un truc que je trouve qui a toujours un petit peu gâché le personnage. Ouais, tout à fait. Ah non, mais... Je trouve, pour le coup. Bah, c'est pour ça que la question est Le joueur est hallucinant. Oui. Le bonhomme, vitef, quoi. C'est comme... après, c'est à moindre échelle, mais tu vois, genre... je sais pas si ça joue tellement sur ma façon de le classer, mais moi, Kevin Garnett, j'aime pas son trash talking. Très bien, bah, peut-être que... Mais ça va forcément, dans ta réflexion, ça va avoir un impact. Je pense que ça peut en avoir. En fait, je pense que c'est du cas par cas. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est subjectif. C'est-à-dire, est-ce que t'es plus ou moins touché par les sujets que ça concerne ? C'est ça. Tu vois ? Bien sûr. Est-ce que tu t'en fous en fait, genre le gars est conduit bourré, mais toi je suis conduit bourré tous les dimanches. Rire, mais voilà, tous les dimanches en sortant de chez mamie, donc tu t'en fous, tu trouves ça drôle. Tu vois ? Ne faites pas ça. Non, faites pas ça, mais vous m'avez compris. Vous avez compris l'exemple. Ouais. Et c'est négativement comme positivement. Hein. C'est-à-dire que par contre, les gentlemen, puisque la question est posée aussi, bah ça a un impact aussi. Parce que quand tu vois quelqu'un qui s'est bien conduit, en fonction de si ça te touche et si tu trouves que ce joueur-là a vraiment bien géré sa carrière et son image, bah tu vas dire ah quand même, quel citoyen modèle. Je dirais que ça joue plus dans ce sens-là, moi, limite. Moi, le côté, genre, Citizenship Award, entre guillemets, hein, parce que c'est pas, je regarde pas les Citizenship Awards pour faire mon top 100, mais le côté, tu vois, genre, je fais des trucs pour les gens qui m'entourent, à petit ou à grand niveau, attention, je m'en fous, en fait. On va en parler à un moment donné de tous ces mecs qui se sont battus pour des grandes causes pendant leur carrière de basketteur. Bon, il y en a quand même quelques-uns, mine de rien. Moi, dans mon top 100, j'en ai quelques-uns. Oui, pareil. Alors, ça change pas le classement du mec. Non, ça a un impact. Mais ça impacte vision du mec. C'est ça. Donc, faites le test vous-même par rapport aux joueurs que vous aimez de la NBA actuelle. Quand vous voyez ce qui se passe, par exemple, en extra sportif, vous allez vous dire, peut-être que le joueur intrinsèquement il est comme ça, l'athlète, mais peut-être qu'en fait, l'homme et le comportement va peut-être avoir un effet sur la façon dont je le juge. Et puis, il faut bien être clair aussi. Genre, imaginons, je suis en train de mettre un mec, je sais pas, je dis n'importe quoi, 65e dans mon top 100. Et que moi, je débarque et que je te dis... si le mec, je considère, je suis là, il est à la bataille avec 2-3 autres gars, ce que vous allez voir pour ceux qui font leur top 100, souvent autour d'une place, t'as une petite bataille de 4, 5, 6 gars que tu te dis dans quel ordre je les mène et tout machin. Bref, ton petit débat avec toi-même. Bien sûr. Le mec qui se comporte bien, qui a aidé des gamins ou qui a, je sais pas moi, il s'est battu pour les droits des Afro-Américains dans les années 50 ou tu vois des trucs comme ça. Ça va pas me le faire passer 40e. Non, ça va peut-être faire la différence entre 65e ou 62e. Tout à fait. Et d'ailleurs, non mais tu vois, faut pas non plus. C'est ça que je veux dire en fait. Et d'ailleurs, dans ce sens, spoiler alert, moi je vais pas arriver et faire Alex. Non mais comment ça, tu l'as mis lui parce que tu sais que lui, il a fait. Attends, tu le mets derrière moi. Non mais attends, si tu savais le nombre d'enfants qu'il a sauvés. Enfin non. Je préférerais parler de basket. Ça fait partie d'un argumentaire global. Tout à fait, mais on en parlera. On en parlera sur chaque joueur de sportif. Surtout qu'il y a quelques spécimens dans ce top 100 qu'on fait du lourd. La NBA, c'est une ligue historiquement très politique. Donc, du coup, on va forcément en parler à des moments. Attends, il y a trop d'exemples. On aura l'occasion d'en parler notamment aujourd'hui. Moi, j'ai 2-3 pépites. Aujourd'hui ? Tout à fait. D'accord. Tu verras. D'accord. On va passer à la question de Enzo Panizzoli. Bonjour Alex Sébastien. Alors, celle-là, juste... Non, mais je l'ai lu en speed. Vas-y. Enzo, comment t'as dit ? Bonjour Alex Sébastien. Enzo Panizzoli. En fait, c'est juste une dédicace, c'est juste pour vous dire d'arrêter avec ces formes de messages-là, je me suis permis. Vous ne répondrez probablement pas, et c'est normal, si vous pouvez juste lire mon message, ce sera nickel. Je regarde vos vidéos depuis maintenant 1 an, et j'avais envie de vous dire que j'apprécie vraiment votre travail et vos vidéos. Grâce à vous, j'ai appris à aimer la NBA sous différents angles, et pas forcément uniquement en bavant sur les superstars, merci pour tout. En fait, on lit vos commentaires. Je trouve ça merveilleux qu'ils nous écrivent ça, mais on lit vos commentaires. On les lit. On les lit, donc... On répond pas beaucoup, parce que c'est... Ça prend du temps, mais... C'est trop de temps, et puis c'est pas forcément toujours à nous de le faire, ou très pertinent. C'est ça, donc cœur. Voilà.
Mais on lit par contre. Voilà. Non, parce que tu sais, sur Twitter, je sais que tu me répondras jamais. Oui. Mais tu sais que. C'est... Allez, va. Question suivante. Parce que t'es une resta, non? Renan Jeannetoy. La grosse tête, non? Ça, c'était déjà dit sur. Ouais, c'est pour la Raphaël. Combien de temps vous avez pris pour faire votre top 100? J'espère que vous me répondrez. Oui. Combien de temps? Combien de temps? Et ça croise d'ailleurs avec une question d'un autre copain qui demandait un petit peu les coulisses de ce top 100, comment faire. Moi, je dirais que ça a été un travail en fil rouge sur quasiment tout le mois de septembre, mais par tout petit bout. Par petit bout, tu vois, genre... Chacun sa méthode. Moi, j'ai commencé genre en mode par paquet, un peu, genre... J'ai commencé par faire des listes de mecs plus ou moins par poste. Ok. Genre pour me dire, ok, vas-y, mettons, ok, il y a 100 joueurs, donc je vais me mettre 25 meneurs, 25 arrières, 25 ailiers forts et 25 pivots. Ça me fait 125 joueurs. Des joueurs que j'estime vraiment, je vais vérifier que j'oublie un peu personne. Et dans ce paquet-là, je vais essayer de bricoler déjà une base de top 100. Ok. Ensuite, j'ai fait le top 10, tout de suite. Tu vois ? Parce que j'avais plus ou moins un top 10, après, encore faut-il déterminer l'ordre exact de ce top 10. Et après, j'ai posé des mecs plus ou moins où je les imaginais. Okay. Et après, j'ai bâti autour. Donc ça, c'est le travail en fil rouge. Et j'ai mis un petit coup de blinde avant la reprise de la NBA. Ah merde, on va tourner. Merde, après, les matchs, ils vont commencer et j'aurai plus le temps de rien faire. Et en plus, on commençait par 100, donc forcément... Moi, j'ai fait... Faut avoir fini. Tout à fait. Faut avoir fini pour commencer les vidéos. J'ai fait à peu près pareil, c'est-à-dire vraiment prendre au début pour chaque poste une trentaine de joueurs, voire très très large. Une fois que j'avais mes 100 noms, je surlignais, moi, les mecs qui je vois ne peuvent pas ne pas être dans le top 100. Ouais, moi aussi j'ai fait ça. Sûr et certain. Je les ai rajoutés dans des petites colonnes et tout. Et tout à fait. Et par contre, là où je te suis en effet, j'ai fonctionné par dizaines. 1, 10, 11, 20, 21, 30. Jamais je me permettais de fausser un mec en 50 si j'avais pas mon top 30. Ah si, moi aussi. Plus ou moins. Okay. Et après, c'est un mec, il a peut-être bougé, tu vois. Bien c'est sûr. juste pour me dire, ah ouais, je pense qu'il est là. Mais après, la technique, notamment moi que j'utilisais, c'est pour 1, 10 ou 11, 20. Pour chaque dizaine, je prends 15 joueurs qui me semblent dans ce range-là. Et ensuite, je les compare entre eux quand je suis seul en schizophrène dans ma salle de bain. Genre, non, mais tu peux pas mettre lui quand même devant lui. Bon, ok, lui, il passe en dessous. Et donc, à ce moment-là, lui, il va se retrouver dans le groupe suivant. Donc, mon groupe suivant, ma dizaine suivante, commence à se remplir. Et faut pas oublier un autre paramètre, c'est qu'il y a eu pas mal de mecs pour lesquels moi, j'ai éprouvé en tout cas le besoin de, je sais pas, d'aller me refaire leur page Wikipédia ou de ressortir le bouquin que j'ai lu. Tiens, vas-y, Golden Days, d'accord, tiens, je vais me relire Golden Days. Tu vois, genre, ok, je vous laisserai regarder de qui ça parle, Golden Days. Tu vois, ce genre de truc, genre, tiens, je vais me relire le... C'est ça. Je sais pas quel bouquin, en fait, le bouquin sur Weed, le bouquin sur machin, le bouquin sur C'est pour ça que, comme on vous disait, il faut prendre le temps. Prenez-le, hein. Ça prend du temps. Hein. Moi, j'ai aucun problème à dire que ça a bien pris de manière régulière et parfois en mettant, comme tu as dit, des petits coups de boost, ça prend bien 2 mois, quoi. Ouais. Ça prend bien 2 mois, tu reviens dessus, tu te dis, j'ai mon top 50, tu t'es dit yes, en fait, non, il en reste encore 50 derrière. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà pour la petite méthode. N'hésitez pas. Encore une petite question de Bastien Fézil. Pour vous, quels sont les joueurs actuels qui ont le plus de chances de rentrer dans votre top 100 dans 5-10 ans? On en balance comme ça, Alex, un petit peu en regardant ce qu'on voit aujourd'hui. Luka Doncic. C'est évident. Hein, ça a du sens. Anthony Davis qui va rentrer dans celui de Bastien. Non. Dans le mien, il y est déjà. Peut-être. Je peux pas savoir. Non, bien sûr. Devin Booker. Je fais le tour. Non. Je fais le tour. Ben Simmons. Embiid. Karl Anthony Towns. Ouais, peut-être des gars comme ça. Nikola Jokic. Il faut voir ce qu'il gagne, il faut voir comment ça évolue, faut plein de choses comme ça. No spoiler, hein, si vous avez mis dans le top 100, très bien, hein, mais bon. Pour moi, c'est trop court pour l'instant. C'est un peu court, ouais. Donc tout ce qui est un peu jeuneau, quoi. On va pas faire des spoilers sur des vétérans là qui pourraient craquer le top 100. C'est les mecs qui vont être bons dans 5 à 10 ans. Après, voilà, vous pouvez mettre qui vous voulez, mais sur la plupart des jeunes phénomènes, c'est surtout Luka qui sort du lot avec. Luka, il a mis des bases là. Bien sûr. C'est très violent là sur sa deuxième. Tout à fait. Je n'ai pas. Après, ce sera à voir. Je n'ai pas Paul George dans mon top 100. À voir comment sa carrière se prolonge, continue. Par exemple. Boston, Dallas, Cleveland. Pas de Kemba, non. Kemba. Non. No spoiler. Mais voilà, on part sur Luka. Voilà ma foi pour les questions. Ouais, on a bien répondu aux questions. N'hésitez pas à continuer à en balancer toutes les semaines, comme ça on regarde ça. Alors que moi je viens de fermer mon top 100 all-time, ça va pas être très très pratique pour faire cette émission. Besoin. Non, je connais toute tête. C'est vrai qu'en même temps, ouais, mais tu sais, je veux bien essayer de comparer. Parfois on nous pose des questions, on se fait des débats. Est-ce que tu es prêt, Alex? Ouais. Je crois qu'on va devoir attaquer avec le principal. C'est donc forcément le reveal
des joueurs aux places 93 à 91. Et donc, comme on vous a entendu, tablet time. Donc là, on met le 93 là. Donc là, nous allons devoir mettre le joueur numéro 93. C'est ça, on met que celui-là, on est d'accord. Tout à fait, je vérifie qui j'ai mis. Allez, c'est parti. Joueur numéro 93, all time. Guy Goodrich. Monsieur Guy Goodrich. J'ai mis Monsieur Sidney Moncrief. Je vais pas faire long sur Guy Goodrich parce que, comme tu l'avais dans ta dernière triplette, toi, je sais plus quelle place exactement c'est chez toi, mais c'est juste la vidéo d'avant, on est d'accord, hein? Tout à fait, vous pouvez regarder la vidéo de 96 à 94, Guy Goodrich a une petite c'est 95, tu l'as mis toi, ou un truc comme ça, ou quelque chose comme ça. En tout cas, là voilà, on est sur un joueur typique. 96. Voilà, il y aura d'autres exemples probablement dans ce top 10 où on est sur un joueur qu'on a mis dans la même zone au départ. Et donc, ça se finit à 2-3 places d'écart, ce qui est que dalle sur un top 100. Ça veut dire qu'en gros, on le met au même niveau, enfin, on le met au même endroit, quoi. Mm-hmm. Moi, je trouve que tant qu'il n'y a pas 10 places d'écart, bon, on est dans une zone un peu, tu vois, genre, non, voilà, quoi, 96, 93, bon, ça ok. va. Donc, Guy Goodrich, je t'en avais déjà bien parlé, donc qu'est-ce que je fais? J'en parle, là, c'est je ça? t'en prie, vite fait, quelques petites notes en plus de ce que j'avais ajouté. Quelques petites notes. Je crois que tu l'avais dit, mais on parle quand même d'un mec qui a son maillot retiré aux Lakers, donc t'en avais parlé, donc ça, c'est quand même quelque chose de sérieux. Moi, c'est un mec que j'ai découvert par hasard en regardant, je sais plus, sur de la vidéo peut-être de Jerry West ou quoi, puis du coup, tu vois forcément un peu Guy Goodrich jouer, parce que Guy Goodrich, c'est du Lakers, Suns, Lakers. Lakers d'abord, pas ouf. Non. Suns, il explose, et puis une fois qu'il a explosé aux Suns, il retourne aux Lakers pour gagner. Classique. Normal, logique. Non mais c'est con, mais c'est vrai. Logique. C'est quand même un mec qui, au sein de ces petits Lakers un peu sérieux, comme tu l'avais dit, non seulement il est le meilleur marqueur de la fameuse saison 71-72, il est le meilleur marqueur des 3 ou 4 saisons qui suivent. Mm-hmm. Donc aux Lakers, donc voilà. Réputé pour son côté trapu et tout, on l'appelait Stumpy. Le petit court sur patte un peu trapu, là, rapide, un bon slasher, avec un peu de mid-range, un peu de fadeaway. Petite papade gauche, qu'est-ce que j'avais trouvé comme stat? Oui, c'est ça. J'ai fait les stats, là, des mecs des plus gros scoreurs de la NBA. D'accord, en volume, je parle en nombre de points. Et avec ses 19 100 et quelques points, il est le 3e plus gros scoreur gaucher de l'histoire. Ouais, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est exactement ce que tu as dit. Ouais, ça il faudrait que je t'écoute un peu. Non, mais t'inquiète. Non, mais ça, en fait, c'était dur de pouvoir on avait dit c'était dur de pouvoir les quantifier parce que tu sais, t'as un LeBron, un Bill Russell, etc. Mais c'est ça, on a trouvé la même stat. Il y a un Amiral et un Bob Lanier. Ouais, c'est ça. Non, mais j'ai vérifié du coup. C'est chaud, hein. Amiral et Bob Lanier devant, c'est tout. Bob Lanier à peine devant, Amiral bien devant. Mais non, j'ai pas trouvé d'autres gauchers. Hein. Non, c'est ça. LeBron, je vais pas gaucher. Bill Russell a mis moins de points. Et on va voir le fameux barbu des Rockets qui pourrait arriver en courant. Ouais. Donc voilà. Je vais pas. Il est Hall of Famer, il a un titre, il a été 5 fois ou je sais plus combien All-Star. Mm-hmm. C'est un enfant de Los Angeles, donc qui a eu son titre avec les Lakers. Ouais, difficile. Moi, vraiment, tu vois, on parlait de la méthode là. Tu vois, Guy Goodrich, c'est un mec, je savais que j'avais envie de lui trouver une place dans mon top 100, mais je savais aussi que ça serait vers la fin. Oui, tout à fait. Genre, à aucun moment, j'ai pensé à lui avant la place 70-80, quoi. Tu vois, à aucun moment. Non, c'est sûr. Je parle de penser à lui, tu vois. Ouais, pareil. Donc voilà. Donc toi, t'as mis Moncrief ? Monsieur Sidney Moncrief. Pour ceux qui ne savent pas, les Bucks étaient très bons dans les années 80. Ils n'étaient pas seulement très bons, ils étaient très très bons. Quand on regarde les Bucks des années 80 notamment, c'est simple, en termes juste de pourcentage de victoires et d'équipes qui ont cartonné, derrière les Celtics et les Lakers, ce ne sont pas les Pistons, ce sont les Bucks qui ont cartonné, vraiment. Dans ces années 80, après il n'y a pas le même nombre de titres, parce que c'est un des grands regrets de Sidney Moncrief, joueur dont je vais parler un petit peu en détail. Je pose la question tout de suite, il est dans les 100 ? Non. Ok. Il fait partie des joueurs qui étaient en balance. Très bien, y a pas de problème. Il fait partie des joueurs qui étaient en balance avec les Gilmore, les Bellamy, les Debuchère, les Issel que j'ai déjà cités précédemment.
Très bien. Il n'est pas passé. Eh bien, Sidney Moncrief, on est 5 fois All-Star, on est 5 fois All-NBA, on est surtout 2 fois défenseur de l'année dès le début de ce trophée. Tout à fait, les 2 premières années, Sidney Moncrief est un intercepteur hors pair, un défenseur tout-terrain exceptionnel, joueur qui pouvait aussi attaquer au poste, qui pouvait mettre ses petits shoots à mi-distance. Les pointes statistiques ne sont pas énormes, on monte à 21, 22 points, et malheureusement, à cause de petits soucis physiques, la carrière ne va pas durer extrêmement longtemps. Je veux dire, au bout de 10-11 saisons, il va devoir notamment quitter les parquets, mais j'ai été checker un petit peu chez les Bucks, quand tu commences à parler de qui est derrière Kareem Abdul-Jabbar comme le meilleur joueur de l'histoire, le deuxième meilleur joueur de l'histoire de la franchise, Sidney Moncrief arrive très très rapidement. Après, il y a du Marquis Johnson, d'autres gars qui débarquent, Oscar Robertson qui est passé évidemment, mais cette espèce de patron d'une très bonne équipe qui était, pour la petite anecdote, coaché à l'époque par un certain Don Nelson, et Don Nelson va notamment prendre notre ami Sidney Moncrief pour créer un truc incroyable. Vous savez comment ça s'appelle ? Les double teams. C'est-à-dire que Don Nelson, qui a déjà 25 ans d'avance sur à peu près toute l'humanité, va commencer à prendre Sidney Moncrief et à faire gros. Toi, certaines fois, tu vas pouvoir regarder ton joueur, mais tu vas aussi commencer à saouler tout le monde dès qu'il y a un joueur qui a un petit peu la balle et qui sent qu'il y a la patate chaude, quoi. C'est vrai que Don Nelson, c'est un putain d'avant-gardiste. C'est un incroyable avant-gardiste. Parce que le mec, on l'associe au small ball et au jeu que en transition et tout, mais en fait, c'est un putain de tacticien. Sur les double teams, le mec, il est arrivé très tôt, ils ont fait genre, mais qu'est-ce que tu fais défensivement ? Bah, en fait, quand il y a un mec qui sait pas quoi faire de la balle, j'y vais à 2, comme ça je le force à lécher le ballon. Comme le jeu qu'il a proposé avec Dallas. Non, mais bien sûr. Laisse tomber, quoi. Après, on aura peut-être l'occasion de faire les top 100 des coachs all-time. Mais Don Nelson, après Don Nelson, moi il est pas dans le top 100, mais Dieu sait si pourtant Don Nelson il a joué au basket. Hein. Oh, mais en tant que joueur, c'est un peu plus compliqué quand même. Numéro retiré chez les Bucks, Jerry West d'ailleurs qui voulait le drafter, il avait un peu le seum parce qu'il voulait faire une petite doublette potentiellement, mais il a dû finalement prendre un certain autre joueur, parce que Jerry West avait déjà notamment des vues au niveau des Lakers dans le management à la fin des années 70. Donc il avait le nez fin, monsieur le logo. Jerry West, il avait à peine fini sa carrière de joueur, que les mecs ils ont fait Jerry, viens là, tiens, mets un costume s'il te plaît, tiens, installe-toi, voilà, t'as un boulot, c'est bon. C'est ça. Merci Jerry. Tout à fait. Non, mais il est complètement dingue là-dessus, on le sait, le logo il est terrible. Je termine juste sur Sidney Moncrief, n'a jamais loupé les playoffs dans sa carrière, 11 saisons, 11 fois les playoffs. Est-ce qu'il a déjà passé les demi de conf ? Et il est allé que jusqu'en finale de conférence. Finale de conf, il a fait, ouais. Donc, dans la comparaison, un petit peu, si vous voulez, c'est comme si vous preniez, j'avais noté cet exemple-là, c'est comme si vous aviez, quand on a vu les Raptors de Lowry et DeRozan, c'est comme si on avait un un franchise player vraiment qui avait carry cette franchise en finale de conf et qui avait tenu tête notamment aux Pistons, aux Sixers, aux Celtics. C'est quoi, ouais, c'est les Celtics et les Sixers surtout Sixers lui qui lui ferment la porte. C'est Sixers et Celtics qui les lui ferment la porte. Les Bad Boys sont pas encore tout à fait au taquet. Vont arriver vers la fin des années 80, tout à fait. Donc non, c'est vraiment Sixers et Celtics qui lui barrent la route. Mais tu es quand même un très très bon joueur, Hall of Famer évidemment. Je termine juste avec la quote de Michael Jordan. Quand vous jouez contre Moncrief, vous devez être prêt car vous allez devoir vous coltiner un match complet de basketball. Il va vous suivre partout, vous mettre la pression des deux côtés du terrain. Vous vous y attendez, vous vous y préparez. Non, c'est un des joueurs qui a le plus gratté, comme je l'ai dit. Il était en balance. Gilmore, Issel, Dave Debucher. J'ai pas pris Moncrief. Voilà. Très bien. Eh bien, moi, il est en place, donc 93. On va enchaîner ? Allez. Et après, comme vous le savez, après, on revient sur nos places, on se rentre dedans avec Alex, c'est magnifique, tout ça. Place numéro 92. Ta-ta-ta. Attention, débat. Qui tu as mis ? Dave Bing. Yeah ! Il est aussi dans mon top 100. Damian Lillard. Il est pas dans mon top 100. Il est pas dans le top 100 ? Non. Il a pas gratté. Et je ne veux pas il a pas gratté ? Non. Pas vraiment gratté, je veux dire, il était dans mon peut-être top 120, tu vois, mais il était pas comme Moncrief, genre à la porte, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je fais, ou quoi. Voilà. Mais après, c'est pas renier le talent de Lillard, hein, c'est... S'il y a des choix à faire à un moment donné, quoi. Parle-nous de monsieur Dave Bing. Dave Bing, on n'a pas parlé de lui encore. Hein. Toi, tu l'as mis dans ton top 100, mais il n'est pas encore passé. Il est d'accord. Hall of Fame, Détroit. Détroit, c'est sa maison. Hein. C'est chez lui, c'est sa maison. Non, mais c'est... je crois qu'on peut le dire. Dave Bing... Mais alors, pourquoi, Alex, c'est sa maison ? C'est sa maison pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que ce qu'il a fait là-bas, c'est très, 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 très lourd. Hein. Il a plus de 18 000 points en 900 matchs, si je dis pas de bêtises. J'ai pas le nombre de matchs exact, mais il a... C'est ça. Jamais rien fait en play-off, ou quasiment que dalle, quoi.
Enfin, vraiment pas grand-chose. Moi, perso, c'est pour ça que ça peut pas tellement aller trop plus au-delà que les places 90, tu vois. Genre là, il est en 92, bon, voilà. C'est aussi pour ça, parce que putain, à un moment donné, il est meneur de jeu. Il avait un style, pour le coup... il était assez en avance, hein, parce que, mine de rien, c'est un joueur de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70. En gros, Dave Bing, jusque même la fin des années 70. Il fait déjà... Genre, aujourd'hui... Ce serait un espèce de petit meneur un peu dragster, assez athlétique, qui attaque grave le cercle, ça monte au dunk, tu vois. Dave Bing. Je parlais de Goodrich avant, qui est un trapu et tout. Ça joue encore à la mode année... Enfin, c'est pas le même jeu du tout, quoi. Quand tu regardes des images de Dave Bing, tu le vois qui monte au dunk. Genre, s'il y a un big man au milieu, ça lui fait pas peur du tout. Il y va. Tu vois, il a déjà ce côté un peu comme ont les meneurs d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est plutôt un meneur d'1m90 qu'un meneur d'1m82, quoi. Tu vois, l'ami Dave Bing, plutôt. Voilà, des bonnes petites épaules rapides. Moi, je trouve que c'est assez moderne. Quand tu regardes des images de Dave Bing qui datent de la fin des années 60 ou du début des 70, tu te dis, waouh, c'est du. Ça ressemble, après ça va pas aussi vite qu'aujourd'hui, ça ressemble au basket d'aujourd'hui en termes de ce qu'il est et ce qu'il fait lui. Après, ces grosses années à Bing, bah, c'est très très lourd, quoi. C'est-à-dire qu'on est à entre 22 et 26, 27 points de moyenne tous les ans pendant pas mal d'années. On a 7-8 passes d'ess pareil tous les ans. Ça rigole pas du tout. Après, comme je l'ai dit, ça a jamais rien fait en playoff, donc c'est pour ça que je peux pas l'emmener tellement plus haut. C'est clair. Parce que c'est un joueur vachement talentueux, mais... je crois qu'il l'est dans le top 50 50 greatest. Je pense qu'il l'est aussi. Ouais, grave. Et en 2008, c'est pour l'anecdote, hein, ça. Il est devenu maire de Détroit. Pour ça, c'est sa maison. Donc, c'est pour ça que c'est un peu sa maison. Au passage, je préciserai quand même que c'est pas de sa faute, hein, c'est une petite pique, hein, mais dans son bilan de maire, malheureusement pour lui, putain. il a la banqueroute de la ville. Ouais. Donc ça, c'est pas turnover. Temps mort. C'est pas ouf. Ouais. Là, t'es d'accord, hein, non, mais bien sûr. Bah, disons qu'en 2008, quand t'arrives à Détroit, c'est chaud. Elle sort les Kleenex parce que tu vas y laisser. À sa décharge, c'est chaud. Donc voilà, je trouve qu'en fait, Dave Bing, finalement, dans l'histoire NBA, à cause du fait que du débat qu'on a eu dans la dernière émission, c'est-à-dire même individuellement, il n'a pas gagné grand-chose. Et collectivement, il n'y a vraiment que dalle. Mais du coup, à cause de ça, il est vachement vite oublié. Alors que, si tu commences à faire un top 20 des meneurs, non, il arrive vite. Il y a moyen qu'il soit dedans, Dave Bing. Donc du coup, dans un top 100, je trouve qu'il a une certaine légitimité. Donc voilà, 92e, tu l'as, hein, on est d'accord. Hein. Oui, il arrive normalement. Tu l'as, mais laisse tomber, dis rien. Tu l'as, mais tu as préféré nous coller un autre meneur là. Ouais, j'ai préféré coller un autre meneur, comme vous l'avez vu notamment dans d'autres émissions. Alors il peut y avoir ce débat, on aura l'occasion d'en discuter sur notre ami Damian Lillard. Certains vont dire what the fuck. Lillard déjà dans le top 100. Je m'explique rapidement sur l'ami Damian. Bon, évidemment, vous le voyez déjà jouer en ce moment. Donc il y a quelques saisons, on a déjà été 4 fois All-Star, 4 fois All-NBA. On est il a été rookie de l'année. C'est un des rares rookies de l'année unanime dans l'histoire aussi de la NBA. Monsieur Damian Lillard, qui était dans la cuvée notamment d'Anthony Davis, si je dis pas de bêtises. Il y a... Quand j'ai vu le nom Damian Lillard, j'avais envie de le mettre dans mes 100 parce qu'il y a un côté très affect par rapport à ce que le joueur représente. C'est-à-dire, déjà, en termes de moments marquants dans l'histoire des playoffs, stop. Sur les 10 dernières années, il y a peut-être 2 des plus gros shoots qu'on a pu voir de nous là. Celui contre les Rockets et celui contre le Thunder. C'est un mec qui non seulement est clutch, qui est en train de créer aussi sa légende avec ses célébrations. Il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas détacher le mot greatness de Damian Lillard. Il y a quelque chose de trop fort dans la régularité des performances. C'est un joueur qui a manqué, je l'avais noté, il a manqué 25 matchs en carrière. Il y a quasiment que des saisons, enfin les 3 premières sont à 82 matchs, et quand il est vraiment pas là, c'est qu'il y a un gros souci. C'est un warrior, c'est un mec qui reste dans sa franchise, qui a ce côté loyal et suivez-moi, qui met très cher, notamment dans ce classement. Donc même si la carrière, elle a bien commencé, il y a 6-7 saisons à peu près de Lillard en NBA, allez, 7 peut-être, 7-8 max. Je sais pas. Ouais. Oui, c'est ça, c'est la draft 2012, non, Lillard ? Ouais, c'est ça, avec Anthony Davis. Donc c'est sa 7ème, ouais. C'est ça. C'est 8ème. J'ai trop d'affect pour... il est passé de 105 à 92. J'ai besoin de mentionner Damian Lillard dans mon top 100 all-time, et c'est un pari aussi parce que je pense qu'il va continuer à monter. C'est 25 points par saison. Damian Lillard, on le prend tellement pour acquis, ça m'hallucine. Le joueur est incroyable.
leader, scoreur, vraiment bon franchise player, se comporte bien. On a parlé un petit peu évidemment d'aspect extra-sportif. Je pense qu'il met à l'amende n'importe quel mec, évidemment c'est pas un argument, mais il met à l'amende n'importe quel mec dans la catégorie hip-hop / NBA. Évidemment c'est pas ça qui va me faire balancer un mec par rapport à un autre, mais tu parlais d'un mec qui devient maire. Moi pour l'anecdote, Damian Lillard, sur ce lien qu'on connaît entre le hip-hop et le basket, je veux dire, il est en train de défoncer des mecs et de redéfinir ce que c'est vraiment un athlète / rappeur. Et donc, j'ai besoin de le mettre dans mon top 100 et de le voir monter des marches, parce que je pense qu'il va continuer à en monter au fil des saisons. Ouais, tu penses, ouais. Ouais. Ok. Moi, je crois plus à Anthony Davis pour ce cas. Ils sont de la même draft, c'est pour ça que je compare. Très bien. Donc pour toi, Anthony Davis, il est pas dans le top 100 et Lillard, il y est. Pour moi, ce sont pas du tout les mêmes dossiers, ouais. Non mais... Tout à fait. Au final, bien dossier sûr. Pas le même ou quoi. Moi, j'ai mis Anthony Davis. Talent intrinsèque. Et toi, t'as mis Lillard. Tout à fait. Talent. Mais tout à fait. Talent. C'est intéressant. Bien sûr. Ils sont de la même draft. Tout à fait. Talent intrinsèque incroyable. Anthony Davis, pas la même présence sur le parquet, pas les mêmes performances avec son équipe en play-off, pas le même leadership. Des choses qui sont très importantes pour moi notamment parce que statistiquement tu peux dire il y en a qui a plus de rebonds, de comptes, de défense, de machin, de trucs. C'est des grosses lignes. C'est quand même des gros. Non mais je veux dire les deux joueurs sont des grosses lignes. Les deux c'est des grosses lignes. C'est ça ce que je veux dire, c'est que statistiquement il y en a qui vont dire mais quand même. Je suis d'accord là-dessus. Mais il y en a un avec qui j'ai envie de construire ma franchise du jour au lendemain et qui va s'occuper de tout, et l'autre sur lequel j'ai un peu plus de doutes. Okay, d'accord. J'ai hâte de voir Anthony Davis légendaire. Je sais déjà que Damian Lillard est en train de construire sa légende, donc j'ai besoin de l'avoir dans mon top 100. Je sais pas jusqu'à quel point peut aller sa légende. Alors qu'Anthony Davis, je pense que ça peut aller plus haut. Je crois plus. Ma foi. Mais bon. Quand on demande ce transfert, forcément, c'est plus important. Voilà, ce sera l'occasion d'en parler dans d'autres débats. Place 91 ? Ouais. Allez, en place 91, qui on a mis, Alex ? Dites-nous aussi ceux qui ont fait le top 100, qui vous avez à cette place. On va bientôt finir la première dizaine. Ça me fait bien kiffer là. Il est là. Allez, 91. Monsieur Grant Hill. Monsieur Grant Hill pour moi. Très intéressant. Monsieur Spencer Haywood. Spencer Haywood pour Bastien. Eh ben, je l'ai pas dans mon top 100. 3 sur 3. Mes 3 joueurs du jour ne sont pas dans mon top 100. Quand même. Ouais. Alors Spencer Haywood, pour la faire courte, comme ça après je te laisse en parler tout de suite. Mais juste moi, je l'ai pas dans mon top 100. Pareil, comme mon Criff, à la lutte avec Gilmore, avec Issel. Là, pour le coup, c'est plus ou moins la même génération que Issel, on va dire quoi. C'est des mecs qui ont fait de la ABA et de la NBA, si je dis pas de bêtises pour Haywood, on est d'accord. Bien sûr. Haywood, il fait de la ABA aussi. Il en fait pas qu'un peu. Il la casse bien même la ABA, quoi. On est d'accord. Comme Gilmore, comme Issel. Oui. Et donc du coup, voilà, je pouvais pas tous les mettre parce que moi je voulais mettre Dave Debuchy, que Bastien a pas mis. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est logique aussi. Donc pourquoi j'ai déjà effacé Grant Hill, moi ? Bah non, montre-nous. Très intéressant, Grant Hill. Pourquoi tu l'as mis dans ton top 100 ? Plein de raisons. La vraie question, c'est pourquoi je l'ai pas mis plus haut par rapport au talent du mec. Non mais franchement, moi c'est la question que je me suis posée moi-même. Bah ça. Parce qu'au niveau du talent. Voilà. Mike. Le truc, c'est que. Enfin. Sur ces 6 premières saisons, avant qu'il se blesse à la cheville, les 6 saisons qu'il fait à Détroit, là, donc sa draft en 94 jusqu'à l'intersaison 2000 où il partira de Détroit pour aller à Orlando. Okay. Sur ces 6 premières saisons, ça je suis allé pécho les stats là. Donc il a 9393 points, 3417 rebonds, 2720 passes d'ess. Ok. Dans l'histoire de la ligue, il n'y a que 3 joueurs qui peuvent se vanter d'avoir fait ça sur leurs 6 premières saisons. Ils s'appellent Oscar Robertson, Larry Bird et LeBron James. Voilà sur quel genre de base. Et c'est des bases de 6 saisons. C'est pas des bases de 3 semaines, quoi. C'est des bases de 6 putains de saisons. Voilà sur quel genre de base était parti Grant Hill. Alors, dans une équipe de Détroit, galère, les années 90, donc t'as pas grand-chose à te mettre sous la dent en termes de résultats collectifs. T'es quand même sélectionné All-Star Game quand t'es rookie là et tu mets tout le monde à l'amende en termes de vote et tout le bordel. Ouais, rookie tout de suite avec le plus grand total de vote, ça c'était fort. Bonjour. Le phénomène Grant Hill est incroyable. Le phénomène est incroyable visuellement parlant, esthétiquement parlant. Le phénomène est incroyable statistiquement parlant.
Le phénomène est incroyable aussi, médiatiquement parlant, quoi. L'image, Grant Hill, des deux côtés du terrain, mais en même temps, il est sympa. Il est pas nasty, on sort de beaucoup d'années de nasty. Le mec arrive aux Pistons, il est pas nasty. D'ailleurs, son surnom, c'est Nice Guy, quoi. Donc, tu vois, ça, c'est... Mr. Nice Guy. Limite, c'est anachronique, quoi. Un Nice Guy aux Pistons. On a eu Gentleman Joe, tu me diras avant, mais... Enfin, bref. Donc, là-dessus, vraiment... mais avec option coup de pute. Hein. Comment ? Avec option coup de pute, Gentleman Joe. Hein. Ah Gentleman Joe, oui, non, il a un petit canif avec une grosse lame dans la poche de son short. Hein. Alors que Grant Hill, c'est un couteau en plastoc. Je suis d'accord. Grant Hill, c'est un bisounours à côté. Ça, on est d'accord. Donc, il devait rentrer dans mon top 100, même s'il n'y a rien à se mettre sous la dent, quasiment que dalle, en termes de palmarès, quoi. Enfin, il y a rien à se mettre sous la dent. Enfin, il y a les Jeux Olympiques. Enfin, vas-y, quoi. Non, mais... Oui. On en parle en émission 1 parce qu'on se disait c'est important de mettre les JO. Moi, quand tu me dis Grant Hill, c'est la seule fois où je le vois sur un podium. Mais c'est chaud. Hein. Tu parles de 96, là Ouais. Mais c'est... Apprendre quand même... je te lance là-dessus tout de suite puisque tu parles de Grant Hill, NCAA quand même. Hein. C'est pas un demi, évidemment, on le prend moins en compte que la NBA, mais... C'est un joueur de basket de malade, de toute façon, en NCAA, il était trop fort, et même en NBA, j'ai envie de te dire. Donc, il a eu des galères sans nom, cheville, il a failli rester à l'hôpital, Grant Hill, enfin, c'est chaud l'histoire de Grant Hill, tu vois, et à côté de ça, tu vois, je dis, il n'y a pas de palmarès collectif, il est quand même allé une fois en finale de conf. Je m'en souviens bien, c'était en 2010, c'était avec les Suns. C'est son meilleur résultat de playoff, rendez-vous compte. Dire le mec, il a fallu qu'il aille jusqu'aux Suns avec Steve Nash et Stoud. Et n'empêche qu'il était titulaire encore à 37 piges. Il défendait de ouf, sur Kobe. À côté de Jason Richardson et de Nash. Sur Kobe, qu'est-ce qu'on avait dans la raquette ? Qu'est-ce qu'on avait quand on vous sweep ? Channing Frye. Titulaire ? Mais non, il y a Stoud. C'est qui stretch vos races là Il y a Channing Frye, mais il y a Stoud. Stoud, il joue 4. Bon, vas-y, reste concentré. Je sais plus. Jaron Collins, peut-être ? Reste concentré. Je sais pas quand vous sweep avec Jaron Collins. Les bons souvenirs, ça se commence enfin, ça. Non, bref, tout ça pour dire que le niveau intrinsèque du joueur Grant Hill à son prime, c'est ouf, c'est charmé, quoi. C'est un joueur de malade. C'est un mec qui peut foutre 21 points, prendre presque 10 rebonds par match sur l'entièreté d'une saison avec 6 passes décisives. Enfin, il est dans le top 100. Hein, c'est LeBron avant LeBron. C'est la phrase, c'est LeBron avant LeBron, clairement. Mais c'est aussi Grant Hill, quoi. C'est-à-dire, il est smooth, il est pas si épais, il a un petit côté Pippen aussi. Bien sûr. Non, mais de toute façon, tu sais, je sais pas comment. Tout à fait. Il a un côté vraiment fluide, Cadillac sur le parquet qui est vraiment magnifique à voir jouer. Et tu parlais de Penny Hardaway, vous allez voir, qui est évidemment dans le classement d'Alex, pour ceux qui ont eu la première émission, en wildcard. J'adore Penny, mais quand Jordan prend sa retraite, la torche, elle est passée à Grant Hill. Hein. Elle est censée être passée à Grant fucking Hill. C'est normal, l'autre, il arrive en NBA, c'est sophomore, deuxième saison NBA, 20 points de moyenne, 10 rebonds de moyenne, 7 passes décisives. Non mais t'es là, tu fais attends. Saison d'après, 21 points de moyenne, 10 rebonds et 7 passes décisives. Voilà. Et 2 interceptions. Et alors, je rappelle pour ceux qui écoutent Alex notamment dire les stats que nous ne sommes pas dans la même ère. Donc pour ceux qui regardent un génie slovène à Dallas, on n'est pas sur le même rythme de jeu, pas la même défense. Donc quand à l'époque t'es un sophomore et que tu fais 21-17, c'est ouf. Tu vois, pour les gens qui voient un Slovène faire du 28-10-10. Il n'y a pas le même nombre de possessions. Ah non, voilà. Grant Hill, il a joué dans la période de la Ligue, l'une des périodes les plus lentes de l'histoire. C'est-à-dire la saison à partir de les saisons à partir de la deuxième moitié des années 90 jusqu'à presque la fin des années 2000. C'est la période la plus lente en termes de pace. Clairement. Tout à fait. Hein ? Ah oui, donc bien sûr. D'accord. Tu te rends compte qu'il a que 17 000 points au final en carrière Grant Hill. Ouais. C'est ouf. Par contre, là où il a sa place, tout à fait. Non, mais ce qui est terrible, c'est que tu te dis jusqu'où il aurait pu aller, tout à fait. Tu te poses la question. Bien sûr. Il a 10 000 points après 6 saisons. Il est Hall of Famer, tout à fait. Il est Hall of Famer. Et puis par contre, respect total, combien aurait abandonné après ces trucs de cheville ? Il fait quand même une carrière. Il a du mental, pépère. Ouais, parce qu'on l'a vu aux Clippers après, aux Suns. Aux Clippers, c'était Sean. Ouais, mais. Comme j'ai dit, aux Suns, à 37 ans, il est encore là. C'est bien, c'est beau. Ah non. Immense respect. 91e de mon top 100. Donc toi, tu nous as collé un certain... Spencer Haywood. C'est qui Spencer Haywood ? Je vais vous raconter la story vite fait, parce que certains en effet se disent est-ce qu'il est dans le top 30 d'Alex ? Non, il n'est pas dans le top 100. Spencer Haywood, phénomène qui... On va faire ça de manière chronologique, comme ça vous allez comprendre aussi pourquoi ce joueur, je devais le mettre dans mon top 100. On a parlé de ces joueurs qui parfois changent les règles, cassent les règles, cassent un petit peu les mœurs qu'on a
au sein de la NBA et du sport. Monsieur Spencer Haywood défonce en NCAA. Il est trop fort. Déjà, je l'avais noté. En 68, il remporte la médaille d'or avec Team USA. Bon, lui, il débarque. Évidemment, il est plus... À l'époque, ce sont les collégiens qui jouent. Il débarque, c'est déjà le meilleur marqueur de son équipe. Il remporte la Grelotte en or. On se dit, bon, lui, il va tout défoncer en NCAA. Il défonce tout le monde Pivot, en NCAA. Tout à fait, pivot. Pivot qui prend de la place. Pivot qui prend beaucoup de place. Pour ceux qui connaissent Paul Bestiaux. Freak. Ouais. Vraiment, c'est... Enfin, essayez d'aller voir et surtout de l'entendre parler parce que c'est assez fun, Monsieur Spencer Haywood. C'est marrant. Pour des raisons très simples. C'est que Spencer Haywood donc va en NCAA, cartonne, et à l'époque, pour entrer en NBA, il fallait notamment faire ces 3 à 4 années d'NCAA, tout à fait, jusqu'à ce que tu puisses être éligible. Donc tu décidais pas, bonjour, je vais être éligible. Tu disais, d'accord, c'est quand mon heure ? Ah d'accord, il faut que j'attende encore 2 ans pour aller à la draft ? Fait chier. Spencer Haywood est le premier à avoir dit, bon, je vais aller quand même en ABA pour voir ce que ça donne, histoire d'être première saison, rookie de l'année, MVP de la ABA, MVP du All-Star Game, donc 30 points et 18 rebonds de moyenne. Hein. Donc l'artiste Gilmore, tout ça, l'autre il a 21 ans, il se les met dans la poche. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même s'il se balade en ABA et que c'est très bien, il se dit merde, je veux quand même aller en NBA. Et puis, parce qu'on est aussi à une époque où la NBA commence à mettre suffisamment de pression pour la ABA, on aura l'occasion d'en parler, pour que la ABA commence aussi à gentiment s'écrouler. Spencer Haywood va signer aux Sonics. La NBA va dire tu te fous de la gueule de qui ? Il va emmener ça à la Cour suprême. Il va finir par remporter le procès antitrust face à la NBA, donc intégrer la NBA. Et si aujourd'hui on voit des joueurs qui décident de devenir éligibles après 1 année, 2 années ou 3 années au choix, le parrain de ça, c'est Spencer Haywood. Il a changé le modèle NCAA, NBA, le pont qu'il y avait entre les joueurs universitaires et les joueurs pros. À partir du moment où tu es... Lui, il a fait ça depuis la ABA, lui, pas depuis la NCAA. Non, mais il était joueur, il était encore sous ses 4 ans d'éligibilité, donc il n'était pas censé intégrer la NBA. Donc si tu veux, à partir du moment où tu changes ça, et on dit, comment ça ? Ça veut dire que maintenant, il faut attendre plus que 1 an ou 2 ans, ça aura pris du temps. Mais aujourd'hui, on n'a que des freshmen qui débarquent en NBA, de moins en moins de sophomores, seniors, etc. et juniors. De moins en moins, c'est clair. De moins en moins. Spencer Haywood est le daron de ça. C'est le premier, c'est le pionnier, c'est lui qui a dit, on va briser ces barrières. Donc c'est aussi un point important dans ceux qui changent les règles. J'avais aussi besoin de mentionner rapidement le fait que sa carrière NBA va être pas mal. Il va remporter le titre avec les Lakers en 1980, si je dis pas de bêtises, ce qui est compliqué. Il est sur le banc. Tout à fait, et il n'est pas sur le banc pour n'importe quelle raison aussi, c'est qu'on est dans une ère où la cocaïne est à fond la caisse en NBA à la fin des années 70. Spencer Haywood va avoir des gros problèmes. Il n'a pas fait semblant. Hein. La mâchoire tremble très très fort. Il n'a pas fait semblant l'autre. Hein. C'est ça. Et donc, du coup, sa vie est un petit peu tragique. J'avais regardé notamment certaines choses. On a écrit sur Trash Talk. Je vous invite à regarder notamment des bouquins sur Spencer Haywood. C'est un gars qui a grandi dans le Mississippi, pour la petite histoire, et qui était en pleine... on est en pleine ségrégation, la totale, où lui, il était avec sa daronne, champ de coton, et où il était notamment utilisé comme cible parfois dans des saloons où on disait genre tiens vas-y tu vas nous servir dans notre club. Bonne ambiance. Donc je veux dire il y a certains gars qui arrivent ensuite en NBA et qui arrivent à cartonner en ayant eu des bases familiales assez bonnes, mais lui il était au fin fond quoi. Ce qui a notamment expliqué sa fin de carrière un petit peu compliquée. Spencer Haywood, personnage que j'aime beaucoup. Je vous invite surtout à aller regarder sa story et j'avais besoin d'en parler dans le top 100 all-time. Voilà monsieur. Alors, maintenant on va pouvoir réagir ma foi sur ces 3 petites places. Déjà, Alex, j'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu nous as mis des meneurs toi. Ce sont tes 2 premiers meneurs. À un moment donné, il faut bien que j'en casse. Yeah. Bon, Goodrich, c'est un combo. Hein. Ouais. C'est un combo. Enfin, il a joué meneur, mais il a joué bien arrière aussi, bien scoreur. Bien... Ce sont tes 2 fait les 2. Ce sont tes 2 premiers meneurs. Ouais. Non, Peñardo, ouais. C'est un meneur. Un meneur. Non, tout à fait. Mais oui. C'est un big guard. Voilà, c'est surtout mon premier vrai ailier. Grand-il. C'est ça, tu as un vrai premier ailier. J'ai mis des extérieurs. Ouais. Bah forcément, hein, je vais pas mettre que des pivots non plus. Non. Certaines sauces Pistons, si je peux me permettre, sur l'épisode d'aujourd'hui. Sur l'épisode d'aujourd'hui, il y a une petite sauce à la Pistons, c'est vrai, j'avoue. Bah, Goodrich, il a pas joué. Non, tout à fait. C'est vrai que j'ai 2 joueurs importants de l'histoire des Pistons aujourd'hui. Il y en aura d'autres. Hein. C'est une franchise que t'aimes bien d'ailleurs. Il y aura plus de joueurs des Pistons que de joueurs des Suns, à mon avis. Wow. Dans mon top 100 je pense quand même. Ouais, je pense. Mais il faudrait que je vérifie. Mais effectivement, ce sont des joueurs importants de l'histoire des Pistons. Ce sont un peu des losers des Pistons, par contre. Tu vois, genre, que ce soit Dave Bing ou Grant Hill,
talent indéniable, ça porte l'équipe, mais ça va nulle part. Ni individuellement, enfin je veux dire, Grant Hill, il a chopé quoi ok, on a dit il a été All-Star Game, tu vois, mais voilà. Et Dave Bing, pareil, enfin ça passe pas tellement de tours de playoff, tout ça, ça va pas très loin en fait. Ah non, je suis bien d'accord. Donc voilà. Non, c'est juste la grande nouvelle, c'est du Piston, et du meneur, c'est bien. Tu commences à arriver sur c'est du meneur, on y vient gentiment. C'est ça. On y vient gentiment, on garde les Suns pour le top 10. Toi, ça t'a pas mal étonné cette histoire de Lillard? Bah, disons que Lillard, à aucun moment je ne veux nier son talent, mais je l'ai pas mis dans mon top 100. Et comme je l'ai dit quand tu as sorti le nom, clairement, j'ai pas trop hésité à ne pas mettre Lillard. Il était dans mon paquet de meneurs, là, tu vois. Mais il était derrière Tim Hardaway, derrière Kevin Johnson, dans ma tête, tu vois. Je peux comprendre. Du coup, il est jamais vraiment rentré en discussion pour être dans mon top 100. Après, Lillard... C'est une projection. Tu vois... C'est une projection, qu'on soit d'accord, notamment. Ce que tu as fait avec Anthony Davis. C'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai pu faire avec Giannis ensemble. Mais j'ai l'impression que le talent brut d'Anthony Davis est supérieur. C'est l'impression que j'ai. Un peu plus freak, un peu plus capable de faire péter des trucs qui vont faire genre ah ouais, putain, genre sur les ailiers forts en fait, voilà. Alors que sur les meneurs, si Lillard continue comme ça là pendant encore je sais pas combien de saisons, là il approche la trentaine, quel âge il a Lillard? Ouais, il est arrivé tard en NCAA, donc 29, 29, comme ça. S'il continue encore comme ça un paquet de saisons et que jeu, hein. Là on a vu Portland, au moment où on parle, on a vu Portland faire des playoffs absolument incroyables, genre des saisons dernières, qu'il est capable de réitérer ce genre d'exploit. Mais par exemple, tu vois, genre là à Portland, je le vois difficilement en situation d'aller se faire un titre. Est-ce que Lillard par exemple finira au Hall of Fame? Oui. Bah, je sais pas. On verra. Parce que je sais pas pour le titre. Je suis pas sûr de ça. Tout à fait, je sais pas pour le titre, mais ça nous rappelle notamment la discussion de la semaine dernière où on se disait un mec qui a pris une franchise sur son dos, mais qui n'a pas forcément été rejoint dans d'autres mecs. Parce que j'adore Anthony Davis, hein. J'aime bien, mais je sais quel type de leader je veux. Ah oui, mais je suis d'accord sur le leadership. Et quand ça commence à sentir la mouquette et que je demande un transfert par rapport à un mec qui reste loyal et qui essaie de se taper sa franchise sur son dos, même si forcément ça va pas aller jusqu'à une finale NBA et un titre, bah je sais qui je prends. Ouais, après, ils sont pas tombés au même endroit non plus. C'est-à-dire je pense qu'il y a quand même un équilibre un peu mieux foutu. Bon, après, là, ils ont perdu leur proprio et tout. Mais j'ai l'impression que quand même, merde. Les Blazers, j'ai quand même l'impression que l'équilibre et la continuité m'a l'air plus présente qu'au Pélican, tu vois, si tu veux rentrer par là. Tu vois, c'est l'impression que j'ai. Après, je sais pas. Peut-être que le management, ça joue beaucoup aussi. C'est-à-dire que Lillard, les Blazers ont toujours tout fait pour qu'il reste. Ouais. Je sais pas si les Pélicans ont toujours tout fait pour que Anthony Davis finalement reste. Ils l'ont peut-être un peu trop pris pour acquis parfois. Tu vois. Et pour continuer sur ce que tu dis, moi je suis d'accord avec toi, hein, sur le leadership de Lillard. J'en ai douté à une période, j'en doute plus du tout aujourd'hui. Clairement, je le reconnais, il n'y a pas de problème. Maintenant... Non mais ça c'est le plafond notamment qui te... On est en train de faire de la spéculation vu que ce sont des joueurs qui n'ont pas du tout fini leur carrière. Et à aujourd'hui... Je préfère clairement foutre Anthony Davis 99e, je crois que je l'ai mis au 98e ou 99e, que de foutre Lillard 92e. Très bien. Clairement. Écoute, c'est parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ça tient sur mieux ce la top route, 100? Eh bien. Non. Moi je regarde tes trucs, j'ai pas spécialement... Parce que Spencer Haywood, je te dis, je l'ai vraiment... Haywood est mon griffe. Moi j'ai choisi Issel et Debussy. Toi t'as choisi Haywood et mon griffe. Enfin, on peut discuter pendant des heures, mais c'est pistache au chocolat là. Je vais pas faire genre comment oses-tu quoi, tu vois, genre je vais pas faire ça parce que bon. Oui, c'est ce qui explique aussi qu'on est aux places 90 quoi. C'est ça. Que pour le moment ça va. Je suis d'accord. Non mais c'est ça. Voilà. Dites-nous dans tous les cas ce que vous pensez un petit peu de ce début en tout cas de classement de top 100. On va le montrer le gros tableau, hein? Allez. Hop là Il est là le top 100, ça c'est le top 100 d'Alex. Alex, qui tu nous as mis aux places 93, 92, 91? 93, Gail Goodrich. 92, Dave Bing. 91, Grant Hill. Magnifique, et ça c'est le top 100 de Bibi. Comme vous avez pu voir déjà en 93, on était sur du Sidney Moncrief, 92, Damian Lillard, et 91, Spencer Haywood. On est bon? On a déjà un bon paquet de joueurs qui ont déjà été mentionnés. C'est cool. Ah ouais, ça commence à être pas mal. C'est ça. Après, on vous a savez, 10, ça, tout à fait. Ça va être la guerre mondiale par la suite. Tout à fait. Maintenant vient le petit les 10 sujet. premiers. Oui. Maintenant, le petit sujet du jour. Sujet débat un petit peu, on va pouvoir se faire plaisir. On l'a présenté en intro, c'est... Ça tombe bien, on venait de parler de Monsieur Damian Lillard. C'est par rapport aux joueurs qui font toute leur carrière sous un seul maillot, ou la majorité de leur carrière
dans une seule franchise, et ceux qui vagabondent un petit peu, soit de manière voulue, soit de manière involontaire. Comment est-ce que ça impacte notre top 100 ? Je sors des exemples. Un garçon qui va être mentionné par la suite, peut-être que ça rentrera dans la discussion. Un garçon comme Moses Malone, oui. Plusieurs franchises, donc identité difficile à ancrer à un seul endroit, par rapport notamment à un Dirk Nowitzki, on aura l'occasion d'en discuter par la suite, où on est affilié à une franchise, et pourtant on est sur 2 carrières de giga bâtards, et il y en a un qui a plus de bacs que l'autre, etc. Comment est-ce que, en fait, quand on prend ces joueurs-là qui ont joué dans plusieurs franchises ou dans une seule, ça affecte notre relation avec eux et donc notre classement dans le top 100 ? Moi personnellement, ça te fait rien ? Ah non, pas rien. Je respecte à mort les mecs qui restent toute leur vie, toute leur carrière, dans la même franchise. Je respecte à mort. Genre, il y en a pour lesquels ça a été plus facile que d'autres en plus, ou plus ou moins difficile. On va aller dans ce sens-là. Je veux dire, il y a des mecs, ils ont, je sais pas, par exemple, je prends un exemple, genre Tim Duncan aux Spurs. Je dis pas que ça a été facile de rester aux Spurs, mais ça va, le mec pendant 20 ans il a fait que gagner. Il a toujours été bien entouré, il a toujours eu un pur coach et tout. Je trouve que Kobe ou Dirk, qui sont restés toute leur carrière respectivement aux Lakers et aux Mavs, auraient eu plus de raisons éventuellement de se barrer. Encore que dire que ça a été plutôt pas mal. Mais tu vois, Kobe, après c'est peut-être de sa faute à Kobe aussi, mais il y a vraiment des trous où il doit se sentir seul. Et si il a dû d'ailleurs essayer de partir ou quoi, mais s'il était parti, non mais s'il était parti, on pourrait difficilement dire ouais il se prend pour qui et tout. Bah non, ça marchait pas. Phil Jackson s'est cassé comme un voleur, l'autre il se retrouve tout seul et ainsi de, tu vois, genre ce que je veux dire par là c'est que la fidélité des fois ça tient un peu de choses. Ah mais bien sûr, c'est pas juste du voulu, Il y a des joueurs qui disent je veux faire toute ma carrière à tel endroit, ils le pensent vraiment, et le management le bazarde. Bon, après il y a des mecs qui disent ça le 30 août alors qu'ils viennent d'arriver dans une franchise. Voilà. Il y a des mecs qui font nimp. Mais ça tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tout à fait, mais ça impacte, et c'est pour ça que moi je posais cette question débat là par rapport à aujourd'hui, c'est que quand tu regardes par exemple dans la NBA actuelle, quand on a eu par exemple le transfert de Paul George qui a été suivi assez vite par la demande de transfert de Westbrook, on a discuté, on s'est dit du coup qui en NBA aujourd'hui a fait plus de 10 saisons dans une seule et même franchise ? Et il y en a de moins en moins. Des gens qui sont comme ça. Et donc, pourtant, quand on voit, par exemple, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, etc., qui restent, qui sont à Golden State... On se dit qu'ils vont peut-être y rester toute leur carrière, mais c'est pas fini encore. Mais... C'est pas fini, mais du coup, tu dépasses la dizaine, peut-être, de saisons au même endroit ensemble. Après, avec Draymond, on va voir. Et ça se voit dans la façon dont ils sont célébrés que c'est apprécié, tu vois. Et donc, ça impacte directement la vie qu'on a sur eux. Déjà, les fans... Oui, c'est ça. Déjà, quand t'es fan d'une franchise, les mecs qui restent chez toi, même quand ça va pas toujours bien, ton management qui dit c'est quoi Klay Thompson, il vient de se faire le genou, il peut pas jouer de la saison, bah ban, 4 ans au max sur la table. Tu vois ce que je veux dire là ? Il y a la fidélité des managements aussi, C'est pas que la fidélité des joueurs là dont on est en train de parler, parce qu'il y a des managements, c'est des gros bâtards. Tout à fait. Excusez-moi, mais vraiment. Bien sûr. Tu vois, il y a des mecs. T'es bien placé, pardon. Voilà, genre moi je suis fan des Suns, je peux vous dire que mon management, il y a un paquet de fois où j'étais là genre, qu'est-ce que vous faites les gars ? I don't wanna be here. Genre, comment ça on file pas un contrat à Stoudemire pour qu'il puisse prendre sa retraite en tant que Suns ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ou tout ce qui est habitant de New York et fan des Knicks, évidemment. Non mais moi c'est un truc de fou. À Phoenix, t'es Phoenix, t'as pas non plus 20 000 légendes quoi. Putain, moi ça m'a rendu fou moi. Bref, ça dénote une mentalité, je veux dire. Tout à fait, mais c'est pareil comme l'alliance américaine sur les fans des Knicks, évidemment ça impacte forcément quand tu sais que dans les managers ils vont être là genre vas-y on te bazarde en 2-2. Ouais mais t'es à New York avec tout le succès que t'as et tout, tous les titres que tu gagnes, tu peux te permettre, non ? Stop. Tu leur fais du mal. Non mais pour en revenir, mais c'est important de mentionner ça parce que tu le vois par exemple à la façon dont un mec est révéré et salué. Le cas de Tony Parker qu'on a vu là, lui par exemple, quand il a vu l'espèce de tour de stade qu'il y avait eu pour Dirk à Dallas et de Wade à Miami, qui était revenu à Miami après nous avoir fait un étape hôtel Cleveland, Chicago, on s'en souvient encore. Airbnb. Tony, il le disait, il est très content d'avoir fait notamment Charlotte, mais il sait qu'il n'aurait pas été célébré pareil s'il avait fait sa dernière saison chez les Spurs, tu vois. Parce que le tour de stade, il aurait été vrai. Et donc, quand on regarde les joueurs qui ont fait toute leur carrière dans une franchise, tu as cette impression qu'ils sont mis au-dessus, ils sont plus valorisés. Après,
faut aussi reconnaître que c'était plus facile dans les années 80 ou les années 90 qu'aujourd'hui. Il y a moins de tentations, moins de fric, moins de fric, bien sûr. Beaucoup moins d'influence de droite de gauche, d'influence de partout, beaucoup moins les médias qui foutent leur nez partout, donc ils peuvent de temps en temps juste foutre la merde. Tu vois, genre il y en a eu des trucs de, je sais pas, Magic qui a dû déconner, Larry Bird qui a dû dire une connerie ou quoi, personne n'a jamais vraiment su, parce que c'est pas sorti d'un cercle plus ou moins fermé, et ça a évité qu'il y ait des conflits. Tu vois, je suis sûr que ça existe. Ah, mais Magic avait demandé, très tôt dans sa carrière, Magic avait demandé son transfert des Lakers. Hein. Et du coup, ça sort pas trop dans les médias, donc du coup, ça s'enflamme un peu moins. Du coup, ça prend moins des proportions démesurées tout de suite. Je veux dire, aujourd'hui, on se retrouve avec Buddy Hield qui met la pression aux Kings, quoi. Je vois. Genre, vas-y, va-t'en, mec. Tu vois, non, mais c'est sûr. C'est pas le même marché, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. Genre, aujourd'hui, Jaylen Brown, qui dit ouais je voudrais être un Celtic et tout machin. Quand les Celtics lui mettent 80 millions ou je sais pas combien sur 4 ans, il fait plus de 100, je voudrais 130 et il les a. Donc il aurait pu aussi ne pas les avoir et dire je me casse du coup, tu vois. Donc t'as aussi beaucoup de paramètres nouveaux qui font que effectivement on va pas se mentir, en plus du fait que la plupart des mecs sont de moins en moins attachés au maillot d'une manière générale, tu vois. En plus de ça, t'as tous les paramètres extrasportifs, médiatiques et business qui font que les mecs qui font toute leur carrière à la Kobe, à la Duncan, à la Dirk, pour moi les Kobe, Duncan, Dirk, c'est un peu les derniers mohicans de cette mode-là. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que je pense que en effet il y a des managements et comme tu l'as dit, le marché on le connaît, il est différent, mais moi c'est simplement sur l'appréciation, c'est-à-dire que on le voit aussi dans la façon dont ces joueurs sont célébrés là, c'est-à-dire que des coups de pute, il peut continuer à en avoir et il y en aura évidemment au fur et à mesure, mais tu le vois que même si ça ne va pas, tu vas pas transférer ta légende. Je veux dire, le Heat aurait eu combien d'occasions de lâcher Haslem par exemple et de dire mais je m'en surtape en fait. J'aurais pu avoir un spot dans le roster, un mec qui m'aurait pu céder. Mais ils savent notamment quelle est l'appréciation des fans pour ce joueur. Et donc un mec comme Haslem... Là, tu parles du management, là, tu parles pas du joueur là. Les deux, ça va dans les deux sens. Et donc du coup, un mec comme Udonis, qui n'a pas eu une carrière incroyable, qui sera désolé, pas dans le top 100, ni même dans le top 1000 all-time si je peux me permettre. Et Patou, par contre, il a pas hésité à dire à Wade, bah vas-y, va ailleurs si tu veux. Exactement, mais donc si tu veux, tout à fait, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que, là par exemple pour un mec comme Haslem, il va avoir très certainement un maillot retiré à Miami, avec quelques places, positions dans le top all-time des statistiques du 8, mais pourtant sa carrière n'est pas ouf. Et c'est là que tu vois que quand un joueur fait toute sa carrière dans une franchise, il est célébré beaucoup plus que d'autres qui vagabondent, quoi. Et c'est juste ça qu'il faudra vérifier, c'est que notamment dans l'appréciation... Il est plus célébré, mais je sais pas si ça change tant que ça mon top, moi. Mon classement à moi. Bah, c'est pas forcément celui qui va impacter le mien, mais les gens, quand on regarde l'avis des gens sur ces joueurs-là, on va arriver fin juin notamment sur une discussion par rapport à un certain numéro 23. Il y en a, tu vois, par exemple, sur ce dossier-là, qui disent « What ? Mais oui, mais c'est pas la même, mais forcément, c'est plus difficile à jauger parce qu'il n'est pas affilié à une seule franchise, il a bougé quand c'était comme ça. » Et c'est pas forcément mon avis, c'est juste que ce qui est dit, tu vois. Et donc, quand on célèbre un mec comme Curry, là, qui est aux Warriors, même si ça galère, tu le sais très bien que, là, vu comment il commence, s'il y a une fin de carrière et qu'il fait tout à Golden State, mais ça va être... ça va exploser les fins de carrière de beaucoup de légendes. Parce que quand tu restes dans une seule et même franchise, ça je sais pas si ça le fera tellement augmenter. Je sais pas si c'est ça qui sera le critère qui me le fera tellement plus si on doit refaire notre top 10 dans 8 ans après que Curry est raccroché. Je sais pas si le fait qu'il ait tout fait aux Warriors changera tant que ça mon appréciation du joueur par rapport à est-ce que Curry peut être de nouveau MVP un jour, tout à fait, ou est-ce que les Warriors vont retrouver les finales et peut-être il va être MVP des finales, tu vois, genre ça peut te faire exploser son classement. Mais j'en reviens à cette histoire d'attrait par rapport à, tu vois, par rapport ne serait-ce qu'au maillot. C'est-à-dire que par exemple, on va un jour en parler de motherfucking Moses Malone, RIP. C'est un mec aussi qui est sous-apprécié pour plein de raisons, mais aussi parce que il n'est pas affilié à un endroit. Et beaucoup de gens ressentent ça par rapport à ceux qui bougent pas mal, que ce soit de leur plein gré ou non voulu, tu vois.
Parce que du coup, tu as cette appartenance-là à un moment, à une franchise, à un maillot, à une couleur, à un truc. C'est ce qu'on fait avec chacun. Moi, je trouve que Moses Malone, il est pas sous-apprécié. Il est un peu sous-médiatisé, mais c'est l'époque aussi qui a voulu ça. Il est sous-apprécié, putain. Je sais pas, moi je l'ai pas sous-apprécié dans mon top 100 par exemple. Mais toi et moi non, mais il y a plein de gens en fait qui disent Moses Malone, en fait, je m'en bats les couilles, je le mets derrière un paquet de pivots, quoi. Ouais, bah ceux qui ont envie de mettre Moses Malone derrière DeAndre Jordan, ça les regarde, mais ça sera pas mon cas. Je sais bien, Alex, ce que je te dis juste, ce que je mets sur la table, c'est que ça les regarde, certes, mais c'est notamment impacté parce que ce mec-là n'a pas fait toute sa carrière à un seul endroit, quoi. D'accord, bah donc c'est bien d'en parler aujourd'hui, donc bon, essayons de juger les carrières en fonction de ce qu'elles sont, et le fait de rester fidèle, c'est top, c'est super. Je sais pas si ça rend le joueur meilleur. Non, ça rend pas le joueur meilleur, bien sûr. Voilà. Mais c'est dans la vie qu'on se fait, c'est dans la vie qu'on se fait des joueurs. Ouais, la vie qu'on se fait. De toute façon, il y a plein de critères. Tout à l'heure, on parlait là, vite fait là, des mecs qu'on déconne sur ou en dehors du terrain. Est-ce que ça peut influencer ? Il y a des gens, ils vont te dire non, mais attends, machin, il a essayé d'étrangler son coach, je peux pas le rentrer dans mon top 100. Tu vois ? Ah, bien sûr, pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Bien sûr, bien sûr. Tu vois ? On verra justement pour la carrière de certains. Lui, chez notamment... nous, les étrangleurs, il a pas de soucis, il les met dans son top 100, lui. Bien sûr. C'est la moindre des choses. Voilà. Monsieur Latrelle. Tu vois ? Tout à fait. Donc là-dessus, moi, je respecte à mort la fidélité. En plus, c'est des histoires que j'adore, dont on adore parler, qu'on adore raconter. Je veux dire. T'as jamais envie de voir Isaiah Thomas sous un autre maillot. C'est normal. C'est ce qui fait sa légende. Je sais pas, ça a du sens. Et je dis pas là, moi, ce qui fait que je vais le mettre plus haut. C'est simplement l'image qu'on se fait des joueurs. Et l'image qu'on se fait des joueurs, ça impacte notre classement, Alex. Je veux dire, c'est la base. Quand tu regardes un joueur, tu te dis pourquoi est-ce que je l'apprécie autant, et il y a plein d'éléments qui font ça. C'est parce que tu le lis notamment. Je suis d'accord, ça m'impacte mon côté d'avoir un peu de tendresse ou pas pour un joueur, tu vois, l'aimer, pas l'aimer, enfin tu vois les trucs vraiment très sentimentaux. Ça les impacte, mais j'ai essayé de faire l'effort dans mon classement de me dire ok, ça m'impacte. Attention, je deviens sentimental avec lui, mais est-ce que vraiment je peux le mettre devant lui, quoi. Ah non, je comprends bien. Et je trouve que c'est un paramètre important, mais ce n'est qu'un paramètre de plus, et c'est pas le plus gros. Non, c'est sûr. Clairement pas. Non, qu'on soit clair là-dessus, c'est un sujet là de discussion, mais c'est pas non plus ce qui va faire la différence entre tel et tel joueur. Dites-nous ce que vous pensez en tout cas de cette petite interrogation par rapport aux joueurs actuels, hein, notamment dans le cadre du top 100, vous pouvez en discuter, mais aussi par rapport aux joueurs actuels qui restent toute leur carrière dans une franchise, qui essayent. Et puis les mecs qui, pour finir là-dessus, est-ce que c'est pas intéressant aussi des fois de se poser la question dans l'autre sens ? C'est-à-dire qu'on a des mecs dont les carrières sont finies maintenant, je pense moi, à Jason Kidd ou à Shaq ou à d'autres gars comme ça, qui ont vraiment réussi dans plusieurs franchises. Et qui ont donc dû à chaque fois montrer qu'ils arrivaient dans un nouvel environnement. Bien mais sûr. Bon, le mal alpha, il est toujours là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est bien aussi. T'es d'accord ? Tout à fait. Tu vois ? Exactement. Voilà. C'est pour ça. À la limite, il y a des gens qui me disent non, ce critère-là, j'en veux pas. Moi, j'ai envie de lui dire, bah gros, c'est quand même pas si simple, quoi. Bien pour ça que je le mets sur la table, c'est que ça crée de nouvelles types de conversations qu'on n'avait pas précédemment. Tu vois, t'es d'accord, hein Totalement, bien sûr. Ça aura son impact. Voilà, je sais pas. Au hasard, Kawhi, s'il nous chope des bagues dans plein de franchises, si à chaque fois qu'il débarque quelque part, ça fait une bague, au bout d'un moment, on va dire putain, il est pas fidèle. On va dire par contre, dis donc. Par contre, il est sacrément fort au basketball. Non, mais t'es d'accord ? Bien sûr. C'est ça, donc bon. C'est sûr. Dites-nous ce que vous pensez en tous les cas de ce petit thème. Nous, gros classique évidemment, on va terminer en remontrant une dernière fois le tableau. Léon, s'il aime bien. Allez, pouf. Voilà le tableau donc d'Alex avec ses places 100 à 91. Ça y est, on préchauffe bien. Et ensuite, voici celle de Bibi. Des places 100 à 91. Dites-nous qui vous avez mis à ces places. Posez toutes vos questions puisque, comme vous le savez, la semaine prochaine, on démarrera ce petit top 100 all-time avec des réponses à vos interrogations. Et puis, Alex là, qui est en train de checker qu'est-ce qu'il a comme indice puisqu'il n'a pas fait son taf. Tu me dis quand t'es prêt, on va pouvoir terminer là-dessus en vous faisant évidemment plein de bisous. Rendez-vous la semaine prochaine. Alex, un petit indice ? Ouais, Warriors. Magnifique.